Le quart d'heure du crime avec Issa Malzouri. Aujourd'hui, l'affaire Henri Pranzini. Je vais vous entretenir aujourd'hui d'un triple meurtre qui a défrayé la chronique française à la fin du XIXe siècle et connu sous le nom journalistique de triple assassinat de la rue Montaigne. Nom sans doute calqué sur le titre de la célèbre nouvelle d'Edgar Allan Poe, traduit en 1856 par Charles Baudelaire, Double assassinat dans la rue Morgue. Le 17 mars 1887, au 3e étage du numéro 17 de la rue Montaigne, Juliette Toulouse, la cuisinière de Claudine Marie Regnault, dite Régine de Montille, quitte sa chambre de bonne du 6e étage pour se rendre chez sa maîtresse. Comme tous les jours, à 7 heures du matin. Elle emprunte l'escalier de service et lorsqu'elle arrive devant la porte de l'appartement, elle la trouve fermée, la chaîne de sûreté la bloquant. Elle frappe à plusieurs reprises à la porte, mais la femme de chambre ne lui répond pas. Inquiète, elle court prévenir le commissaire du quartier qui arrive avec 2 adjoints, un serrurier et même un médecin. Lorsque la porte est ouverte, on découvre un spectacle effroyable. 3 corps sans vie et horriblement mutilés sont découverts dans l'appartement. Celui de Madame de Montille, demi-mondaine, propriétaire de l'appartement, âgée de 40 ans, celui de sa femme de chambre et dame de compagnie, Annette Grémeret, âgée de 38 ans, et celui de la fille de cette dernière, Marie-Louise, âgée seulement de 9 ans. Toutes 3 sont égorgées et quasiment décapitées. D'après le rapport légiste, Madame Grémeret a été précipitée au sol au point que le choc lui ait fracturé une incisive. Elle est tombée sur les genoux, comme l'attestent les taches brunes correspondant à un enduit appliqué sur le parquet. Elle a ensuite reçu plusieurs coups fatals qui ont entaillé 2 vertèbres cervicales, tranché la moelle épinière et coupé les carotides. Madame de Montille a été victime soit d'un seul coup, qui lui a découpé l'aisselle droite, puis le cou, larynx et vaisseau compris, soit plus vraisemblablement de 2 coups, le second étant mortel. Quant à la petite fille, toujours d'après le rapport légiste, elle n'a pas été décapitée par un seul coup. L'examen de l'avant-bras montre qu'elle a essayé de se protéger, sans doute dans un réflexe ultime, mais les sections successives destinées à opérer la décollation ont laissé 4 empreintes sur le poignet, pendant que le meurtrier lui tenait la tête sur l'oreille. L'arme utilisée est probablement un couteau de boucher, tandis que l'heure du crime doit remonter à la fin de la nuit ou au lever du jour. L'assassin a dû frapper Madame de Montille la première, ses cris ont dû alerter sa femme de chambre, qui a été tuée ensuite, avant que la fillette ne soit découverte. L'empreinte d'une chaussure d'homme apparaît nettement dans une flaque de sang sur le tapis. On a essayé vainement de fracturer la serrure du coffre-fort, mais on a emporté les bijoux de la maîtresse, ainsi que des diamants et des valeurs estimées à entre 150 000 et 200 000 francs de l'époque. On découvre toutefois un indice qui semble renvoyer au meurtrier. Une lettre signée du nom de Gaston Gessler, retrouvée dans un secrétaire, ainsi que des boutons de manchette tachés de sang et une ceinture en cuir à ses initiales. Il ressemblait à quoi ce monsieur? Pas très grand, chauve, barbu, très bien mis. Écoutez, votre déposition est maintenant prise. Nous allons faire le nécessaire. On lance donc un avis de recherche d'un homme de taille moyenne, âgé de 30 à 35 ans, maigre, moustache noire, teint jaune, par-dessus drap foncé, foulard, chapeau haut de forme. Non, le témoignage. Merci. Gessler est introuvable, mais dès le 21 mars, un nommé Henri Pranzini utilise des pierres précieuses ainsi qu'une montre luxueuse pour payer le service de prostituées dans une maison de Marseille. La police est prévenue
disposant de la liste des bijoux volés rue Montaigne à Paris et arrête le dénommé Pranzini. Au nom de la loi, je vous arrête. Allons-y. Il ne s'agit pas de Gessler et son physique ne correspond pas au portrait du suspect. Mais 3 éléments portent l'attention sur lui. D'abord, il était à Paris au moment du meurtre. Il est ensuite blessé aux mains. Enfin, il connaissait la victime. Sa maîtresse, Antoinette Sabatier, lui fournit toutefois un alibi, en déclarant qu'il a passé la nuit du 17 au 18 avec elle. On soupçonne Pranzini d'être un complice ou un receleur. Demandez le Gaulois. Le Gaulois, achetez le Gaulois. Le Gaulois, le Gaulois, achetez le Gaulois. Les journaux de l'époque s'acharnent contre la police qui mène une enquête considérée comme laborieuse. C'était en ce temps-là des moyens très puissants de diffusion de l'information qui pèsent énormément sur l'opinion publique. Des journaux comme Le Figaro, Le Gaulois, Le Petit Parisien, la Gazette des Tribunaux, le Journal Illustré et la Lanterne étaient en effet tirés à des millions d'exemplaires. Petit à petit, des témoignages accumulent les charges contre Pranzini. Un cocher l'a vu entrer dans un parc, un paquet dans la main, puis on découvre dans les toilettes de ce parc les restes des bijoux volés dans l'appartement de la rue Montaigne. La maîtresse de Pranzini, Antoinette Sabatier, finit par avouer à la police que la nuit du meurtre, ce dernier n'est pas resté tout le temps avec elle. Et sa première déclaration visait à le protéger. Pranzini se défend toutefois en déclarant qu'il était chez elle, mais qu'il a dormi sur le canapé afin de ne pas la déranger. Les empreintes trouvées sur le lieu du crime semblent également correspondre à celles de Pranzini. Quant à Gessler, qu'on a commencé par suspecter, il s'avère être le nom d'emprunt de Georges Gutentag, un vagabond polonais, en prison au moment du meurtre. On découvre cependant qu'en 1881, 6 ans plus tôt, Pranzini travaillait dans un hôtel à Naples où il a volé de l'argent, poussant son supérieur, nommé Georges Gessler, à le renvoyer. C'est donc probablement pour se venger que Pranzini le déleste de ses boutons de manchette et de sa ceinture, qu'il a laissés dans l'appartement de la rue Montaigne. Ce retour en arrière permet de faire le portrait bien particulier d'Henri Pranzini, celui d'un aventurier beaucoup plus que celui d'un criminel. Cet homme mystérieux est né en 1856 en Alexandrie, en Égypte. Fils d'immigrés italiens, dont le père travaille à la poste et dont la mère tient une boutique de fleurs. Il fait des études et est recruté dans la poste égyptienne qu'il affecte comme interprète sur des paquebots qui traversent la Méditerranée. Grâce à cet emploi, il fréquente les ports méditerranéens où il joue dans les casinos et se forge une réputation de séducteur. Sa carrière dans la poste prend fin lorsqu'on découvre qu'il ouvre le courrier pour y voler des billets de banque. Il part en Orient où il est engagé par les Russes, puis par les Anglais, en Afghanistan, où il fait la guerre, avant de devenir interprète de l'armée anglaise au Soudan. Grâce à ses talents de polyglotte, il connaissait en effet 8 langues, français, anglais, grec, turc, italien, arabe, russe et hindou. En 1886, il finit par s'arrêter à Paris, où il travaille comme employé et comme traducteur. On le soupçonne d'être en parallèle un homme qui tire ses revenus de sa fréquentation assidue des femmes. Le procès d'Henri Pranzini s'ouvre enfin le 9 juillet 1887 devant la cour d'assises de la Seine. Messieurs, la cour. Les preuves ne sont pas suffisantes pour son avocat qui défend la version selon laquelle Pranzini n'était que le receleur des bijoux volés dont il se serait débarrassé par affolement. Bien, faites entrer l'accusé. La plaidoirie de l'avocat provoque même les applaudissements de l'assistance. Elle se termine par cet avertissement. Prenez garde, la mort s'il est l'assassin, la liberté s'il est innocent. Mais s'il est voleur, on n'envoie pas les voleurs à l'échafaud. Pranzini, levez-vous. Le 13 juillet, après 2 heures de délibération, Henri Pranzini est condamné à être guillotiné.
Avez-vous quelque chose à rajouter? Je n'ai qu'une seule chose à dire. Le tribunal s'est trompé, je n'ai tué personne. La séance est levée. Il continue pourtant à clamer son innocence et présente plusieurs recours en grâce qui lui seront refusés. Le 31 août 1887, il est guillotiné à 5 heures du matin après avoir embrassé le crucifix qu'il demande à l'aumônier devant la prison de la Grande Roquette. Le fait que Pranzini ait toujours nié avoir été le meurtrier de la rue Montaigne laisse planer un certain doute sur sa culpabilité. Et son histoire continue après son exécution. À l'époque, les scientifiques faisaient des recherches sur la possibilité de l'existence entre certains traits de la physionomie et une sorte d'aptitude supposée au crime. La tête de Pranzini est donc soumise à un moulage censé, comme d'autres moulages de têtes de criminels, révéler une éventuelle bosse du crime. Ce moulage est toujours exposé au musée de la préfecture de la police de Paris. De même, après l'exécution, le corps a été légué, comme de coutume, à l'école de médecine de Paris. Quand une affaire macabre est lancée par le journal La Lanterne avant d'être confiée à la justice. La peau du supplicié est en effet subtilisée grâce au soudoiement d'un employé de l'école de médecine avant d'être tannée et confiée à un maroquinier qui en confectionne 2 porte-cartes au chef et au sous-chef de la sûreté parisienne. Pranzini deviendra également célèbre grâce à l'intérêt que lui a porté la future sainte Thérèse de Lisieux, qui, à la suite du récit de son exécution, décide de consacrer sa vie au Carmel et devenir religieuse afin de prier pour tous les pécheurs. Thérèse de Lisieux poursuivra ses prières pour Pranzini et demande que des messes soient célébrées pour celui qu'elle appelle son premier enfant. Le quart d'heure du crime avec Issa Malzouri.